Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Aurélie parle du syndrome des ovaires polykystiques, maladie hormonale très répandue et pourtant si méconnue de tous. Elle partage l'impact du SOPK dans toutes les sphères de sa vie, le cheminement vers l'acceptation de cette maladie et toutes les questions qui en découlent autour d'une future maternité. Elle témoigne sur son vécu à titre préventif afin que les symptômes soient mieux connus parce que le savoir c'est le pouvoir. Bonne écoute! Bonjour Aurélie! Bonjour Mélissa. Alors merci d'avoir proposé de participer à Bicafam, merci infiniment pour ça. De rien et merci à toi. Merci beaucoup. Alors on va commencer déjà par une présentation avant de commencer à discuter un petit peu toutes les deux. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans, je suis guadeloupéenne et je vis depuis maintenant 12 ans, voire presque 13 en région parisienne. Ça marche. Alors on va commencer par discuter un petit peu de ton enfance. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Mon enfance, que dire? C'est une enfance heureuse, mais dans mes souvenirs aussi qui était articulée avec pas mal de douleurs. Alors j'ai des souvenirs qui sont très brefs parce que j'étais assez petite. Mais par exemple, pour donner une anecdote, je pense que c'était à mon anniversaire de 5 ans. Je me souviens, j'ai cette image très précise de moi couchée sur le fauteuil puisque je fêtais mon anniversaire avec ma mère à côté et qui était en pleurs parce que j'avais mal au ventre et avec tous les enfants en fait qui étaient en train de courir et qui étaient en train de s'amuser. Donc vraiment, quand j'étais vraiment petite, c'est des douleurs dont je me souviens. C'était qu'on venait me chercher quand j'étais à la maternelle ou à l'école primaire, etc. Parce que j'avais mal au ventre. C'était ça le mot, c'était j'avais mal au ventre. Et pourquoi, on savait pas trop en fait. Donc tu parles de la maternelle, donc finalement d'aussi loin que tu te souviennes, tu as toujours eu ces douleurs. Ouais, et en fait en y repensant, c'était même plus maternelle parce que du coup à l'âge de 6 ans, j'ai été opérée en fait d'un kyste à l'ovaire et du coup D'accord. c'est pour ça que j'avais d'énormes douleurs. Dans mes souvenirs, il était gros, il faisait 5 ou 6 centimètres de diamètre, etc. Mais pour mon âge, c'était assez énorme en fait. Énorme. Et du coup, Ouais. dans quel contexte qu'on a pu découvrir ce kyste? Parce que c'est pas commun. À 5-6 ans, on voit pas normalement de gynéco. Comment ça a pu être détecté? Je pense que j'avais tellement souvent mal au ventre que mes parents m'emmenaient aux urgences. J'ai ce souvenir d'aller aux urgences. Après, ça reste encore super flou, donc on a dû me faire des radios, etc., je pense. Et du coup, on a enfin vu que j'avais quelque chose d'anormal dans le bas-ventre. Et donc, j'ai été opérée. Ouais, je me souviens d'avoir été opérée, c'était en Guadeloupe, du coup. C'était une opération plutôt chouette parce que du coup, j'étais chouchoutée comme pas possible. J'avais tout le temps de la visite. Et le seul moment, je pense, où je me souviens que j'ai pleuré, et c'est un moment qui m'a marqué aussi, c'est quand j'étais dans le couloir, alors sur le point de rentrer au bloc, j'avais déjà quitté mes parents. Et du coup, dans mes souvenirs de plus grande, je pense que j'étais du coup en maternité, quelque chose comme ça, parce qu'il y a un médecin qui est passé avec un bébé du coup rempli de sang. Et je pense que ça devait être une femme qui venait d'accoucher. Et j'avais 6 ans et je vois un bébé en sang. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et du coup, il y avait les infirmières qui m'ont consolée, etc. On m'a emmenée dans la pièce. Je me suis endormie, j'ai même pas vu à quel moment. Et je me suis réveillée avec mes parents autour de moi.
Et après, tout le monde venait me voir. J'avais plein de cadeaux, donc j'étais super contente. Et je Mhm. sais plus combien de temps j'étais restée à l'hôpital, par contre. Vraiment, ça reste flou, hein. D'accord, oui, c'est normal, ça fait un moment. Et du coup, est-ce qu'on t'a expliqué les suites opératoires Je me souviens juste que on me faisait marcher et que j'arrivais pas à marcher parce que, en fait, au début, on a essayé d'aspirer le kyste par mon nombril. Et tellement D'accord. il était gros, ils ont pas réussi et du coup, on m'a ouverte, on m'a coupée. Donc j'avais une Mhm. grande cicatrice et je pouvais pas me tenir droite, donc je marchais un peu comme un bossu et tout, toute recourbée. Après, je me souviens aussi que j'avais dû revenir à l'hôpital pour retirer les fils et ça, mais Mhm. c'était horrible. Ça faisait Mhm. super mal. Je me souviens, j'avais plein d'infirmières. On m'avait donné un doudou que je pouvais mordre et tout. On me tenait puisqu'il fallait pas que je bouge, il Mhm. fallait retirer les fils. Donc ça, je m'en souviens très bien. Et après, ben, j'ai continué ma petite vie. J'ai pris du temps avant de pouvoir marcher vraiment droite. Quand je rigolais, ça me faisait mal. Ça Je me souviens tirait. que mon cousin, en plus, ouais, mon cousin me faisait rire, donc j'avais mal, mais en même temps, j'étais morte de rire. Et j'ai continué à vivre dans l'insouciance un peu. Et je sais que je pouvais pas toucher ma cicatrice. Et jusqu'à présent, en fait, j'ai du mal à la toucher. Et même quand je portais mes petites culottes, quand j'étais petite, ben, aucun tissu ne pouvait la toucher. Touché. Vraiment, D'accord. ouais, c'était super délicat. Et après, ben, j'ai grandi, on n'en a plus vraiment parlé, hein. Je l'ai bien D'accord. accepté. J'ai jamais eu de souci avec la cicatrice jusqu'à présent, mis à part la Mhm. sensibilité. Et ben, ça fait partie de moi, en fait. Et du coup, ce qui t'avait été dit ou avait été dit à tes parents, c'est qu'après l'intervention, pas forcément de conséquences sur la suite. Ouais, ben en fait, je t'avoue que j'ai jamais demandé à mes parents, hein, et jusqu'à Mhm. maintenant. Pour moi, j'avais plus mal au ventre. J'ai grandi C'était comme ça, fini. en sachant que j'avais eu un kyste, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que maintenant, en y repensant, parfois, je me pose des questions. Ça remonte un peu. J'ai demandé à mon gynécologue, par exemple, mais comment ça se fait en fait que je sois entre guillemets née en fait avec un kyste, etc. Mhm. Enfin, il y a plein de questions en fait qui sont sans réponse, mais en fait, ça fait tellement longtemps Mhm. que bon, voilà. Et du comment ça s'est passé, justement, l'arrivée de tes règles? Alors, j'ai eu mes règles, j'étais au collège. J'étais en quatrième dans mes souvenirs. Mhm. Et en fait, j'ai jamais eu de douleur, j'ai jamais eu de problème avec ça. D'accord. Et en fait, jusqu'à ce que je sois, je pense, au lycée, où parfois j'avais des retards dans mes règles. Et en fait, Mhm. j'avais des relations, hein, j'avais un copain, Mhm. et je me disais parfois, mais est-ce que, bah, la question qu'on se pose toutes, on voit pas ces règles, est-ce que je suis pas enceinte, Est-ce que je suis etc. pas enceinte? Donc, Mhm. je me souviens que j'avais fait un test et tout, c'était négatif. Du coup, pour continuer sur cette lancée, il y a eu le bac. Donc, j'avais 17 ans, je passais le bac. Et avec le stress et tout, j'ai commencé à prendre du poids, je mangeais. Mhm. Après, j'ai eu mon bac, donc tout se passait bien. Je suis partie en France faire mes études. Et là, en fait, je suis arrivée en France, je mangeais n'importe quoi, clairement. On est en Mhm. France, Comme tous, hein, quand on arrive, il y a tout, McDo, il fait froid. ouais. Et du coup, je mangeais n'importe quoi, sachant que depuis petite aussi, j'ai jamais eu une alimentation équilibrée. Donc Mhm. voilà, j'ai commencé à prendre du poids. Mais je voyais aussi que je prenais du poids et que je gonflais en fait. Pas comme tu prends du poids et que tu grossis, mais vraiment j'étais gonflée, c'est le mot. Mhm. Et je me suis rendu compte un jour, ben en fait que j'ai pas mes règles et en fait ça fait en comptant, hein, ça fait 6 mois qu'en fait j'ai pas mes règles. Donc là, en D'accord. fait, c'est qu'il y a un problème, aménorrhée secondaire. Et du coup, j'ai pris rendez-vous Mhm. chez le gynécologue. Et en fait, j'ai tout de suite été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques. Et je pense que ce qui a facilité le diagnostic, ben, c'est mon histoire de kyste quand j'étais petite. Mhm. L'échographie aussi, hein, du coup. On m'a prescrit des prises de sang, etc. Et le mot a tout de suite été posé. Et du coup, est-ce que tu en avais déjà entendu parler du syndrome des ovaires polykystiques? Non, pas du tout. Pas du tout. Mhm. Après, je crois que j'avais été aussi voir un endocrinologue, donc tout ce D'accord. qui est hormones, etc. Franchement, j'ai bien été prise en charge dès le début. Mon gynécologue m'a expliqué. Il m'a donné ce qui s'appelait, je crois que c'était du Dufaston. C'était pour faire venir des règles, entre guillemets, des fausses règles, en fait, parce qu'il me disait que je Mhm. pouvais pas rester... enfin, il y a des femmes qui peuvent rester sans règles, mais c'est mieux quand même d'avoir, même si ce sont des fausses règles. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Mhm. Donc, je l'avais pris, j'avais des règles.
Et puis après, j'ai continué à vivre, avec, cette prise de Duphaston. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer justement ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK? Ouais, alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un déséquilibre hormonal, et du coup le diagnostic, repose, sur un bilan hormonal et une échographie, abdominopelvienne, parce qu'en fait, ce déséquilibre hormonal va entraîner, une production excessive d'androgènes et en particulier la Mmh. testostérone, qui est une hormone, mâle, et du coup, les ovaires, il y a des plein de petits follicules, en fait, et lors du cycle menstruel de la femme, il y a quelques follicules et s'il y a, rapport sexuel, il y en a un d'entre eux qui va se transformer en ovocyte et il y aura fécondation. Sauf qu'en Mmh. fait, dans le SEPK, la maturation des follicules, elle est bloquée par cet excès d'androgène et du coup, les follicules qui sont immatures s'accumulent sur, l'ovaire. Les causes, je sais que j'avais regardé, on te dit que ça c'est génétique, environnemental, il y a un peu de tout, ça peut être, avec, des perturbateurs endocriniens, plein de choses comme ça. Et j'ai vu que c'était la maladie, hormonale la plus répandue chez la femme, en âge de procréer, le SOPK. Ouais, c'est ça et maintenant on commence à en parler, c'est vrai, mais Mmh. au début, même moi, enfin, on n'en parlait pas en fait, on t'en parle pas du tout de ça et du coup, oui, il y a plein de symptômes qui sont différents d'une femme à l'autre, hein. Et Mmh. pour ma part, il y a les troubles de l'ovulation parce que du coup, j'avais pas de règles, donc j'ovulais pas. Il Mmh. y a une pilosité aussi qui est dans des endroits, du coup, pas, très glamour puisqu'il y a Mmh. une forte, dose de testostérone. Testostérone. Il y a une résistance à l'insuline, peut y avoir de l'acné, enfin Mmh. des femmes qui vont perdre leurs cheveux. Donc plein, plein, plein de symptômes qui diffèrent selon la personne. Et du coup, on t'en avait parlé de tous ces symptômes ou tu les as découverts progressivement? Je les ai découverts toute seule. Je Mmh. les ai découverts toute seule et je peux te dire que du coup, vivre avec les symptômes, un moment, c'était vraiment un enfer pour moi. Eh Parce qu'en oui. plus, j'étais jeune, j'étais, une jeune femme, hein, Mmh. donc du coup, l'hirsutisme comme on appelle avec, de la pilosité, sur le menton, on va dire. Bien que moi, en plus, ne serait-ce que de voir un poil, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, quand j'allais Mmh. voir, par exemple, un médecin pour dire: «Mais en fait, je peux pas rester comme ça», la personne me disait: «Mais en fait, vous avez rien encore. En fait, vous n'avez encore Mmh. rien vu, parce qu'il y a des femmes, c'est pire». Oui, mais moi, sauf que moi, je pouvais pas. Mmh. J'avais aussi des bouffées de chaleur, en fait, et j'ai pris du temps avant de Mmh. m'en rendre compte. Je me rendais compte que, en fait, quand j'allais parfois dans des bars ou en soirée, mais j'avais chaud, j'avais chaud, je Mmh. devenais rouge, je transpirais à grosses gouttes, alors qu'en fait, avant, c'était pas le cas. Et Mmh. j'ai aussi vu que, la régulation de la chaleur chez moi, Mmh. ça s'était transformé. Par exemple, je vais marcher, il va faire très froid, je vais rentrer dans le métro, dans un endroit fermé, tout de suite j'aurai chaud. Jusqu'à Mmh. temps que j'ai l'impression que mon corps se régule et que je retrouve une température normale. Donc Mmh. ça vraiment, j'avoue que ça m'a gâché la vie au bout d'un moment et après en fait, j'ai appris à vivre avec et à trouver des solutions. Moi, me couvrir au risque de tomber malade Mmh. parfois, Mmh. m'habiller avec des vêtements, plus simples à enlever, par exemple, de ne pas mettre de col roulé. Alors ça, j'ai banni les cols roulés. Je mets des écharpes, comme Mmh. ça je sais que je peux les retirer, ce genre de Mmh. choses. Et Mmh. aussi, j'en avais parlé à mon gynécologue et je lui avais demandé des médicaments. Je sais qu'il m'avait donné un gel, en fait. C'était, un gel qui te donnait des œstrogènes, qui pouvaient du coup D'accord. contrebalancer, les effets Compenser. de la testostérone. Mmh. Ouais, donc j'ai eu ça, je me passe un gel sur les cuisses et aussi j'avais, un médicament, qui s'appelait Androcur et qui d'ailleurs c'est un médicament qui a beaucoup fait parler après, puisqu'il y avait de grands risques de méningiome ou ce genre de choses. On m'avait prescrit ça. Mmh. Donc je composais avec jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir mal au ventre, mais des douleurs vraiment, horribles, à tel point que Atroce. parfois, à tel point que parfois j'ai failli perdre connaissance, quoi. Oh là Tellement là. j'avais mal. Je me souviens que je bloquais ma respiration et tout, tellement j'avais mal en fait. En fait, bon, j'ai jamais été enceinte, mais j'avais l'impression que c'était comme des contractions en fait. Donc même le fait de Mmh. respirer, de bouger mon ventre, je pouvais pas. Et à un moment, j'étais en Guadeloupe, j'avais ces douleurs, j'avais demandé d'urgence un rendez-vous chez un gynéco que je connaissais pas. Et le gynécologue m'avait dit: «Est-ce que vous avez vos règles?» J'ai dit: «Oui».
Il m'a dit: «Bah, si vous avez vos règles, je pense que tout va bien», en fait. Il m'avait même pas, auscultée ni rien. Très léger. Ouais, ouais. Du coup, je suis rentrée, chez moi, j'ai fini mes vacances, toujours avec des douleurs. Je suis rentrée, à Paris. Les douleurs étaient toujours, présentes et persistantes et j'étais chez mon gynécologue et du coup, il me fait une échographie, par voie vaginale et là, en fait, il regarde l'écran et le mot qu'il dit, alors pour le coup, mon gynécologue, je l'adore, mais il m'a fait flipper. Il m'a dit: «Mais qu'est-ce Mmh. que c'est que ça, en fait?» Et je regarde l'écran et je vois un gros truc noir, en fait et il Mmh. m'explique qu'en fait, j'ai une hématométrie, j'ai une poche de sang dans l'utérus Oh là là. et ouais et c'est ce qui me faisait ces douleurs et il me dit: «Mais en fait, vous avez des douleurs de contraction, comment vous avez fait pour les supporter?» Et du coup, je lui explique en fait, mais j'étais au bout de ma vie et Mmh. ben et que je faisais avec. Et du coup, il voulait en fait sur place, dilater, mon col de l'utérus pour percer la poche de sang. À Il a vif? essayé, hein. Oh ouais, il m'a dit: Oh là là. «J'essaye d'ouvrir le col», puisqu'en fait, c'est l'Androcur qui m'avait fait ça. Voilà, c'est le médicament D'accord. qui avait resserré le col de l'utérus et tout et il a essayé. J'ai tellement crié et commencé à pleurer. Il s'est arrêté tout de suite. Il m'a dit, Mmh. «Anesthésie générale. Tout de suite, je Beh vous oui, programme dans 3 jours, et on oui. fait, heu, on fait une opération». Donc opération de prévue, opération rapide, opération en France, seconde opération, sans en plus la famille, les proches et Ouais, c'est ce cetera. que Donc j'allais te dire, tu c'était étais seule? ouais, j'étais seule. Bon, après j'ai de la famille en France, mais bon, ça reste Mmh. quand même pas, tes parents et puis c'est tellement soudain, en fait, le fait qu'on t'annonce ça et qu'on te dise qu'on va vous Bien opérer, sûr. que bon, ben, s'il faut m'opérer, OK. C'était opération en ambulatoire, donc la journée et puis, bah, fallait le faire, donc fallait le faire, hein. Donc ça s'est Mmh. passé. Et du coup, quelles ont été les suites, de cette intervention? Après l'intervention, on m'avait prévenu que, bah, du coup, la poche de sang, serait percée, donc il y aurait l'écoulement de sang. Donc on m'avait Mmh. prévenu que ça aurait été important quand même et c'était chaud. Parce que bon, Mmh. quand on a nos règles, on connaît, même s'il y a des femmes qui ont un flux moyen, Mmh. petit, abondant et cetera. Mais là, vraiment, je ne pouvais pas sortir de chez moi, c'était impossible. Mmh. Je crois que j'étais même prête limite à acheter, des couches clairement, mais j'avais j'avais acheté des serviettes super épaisses parce que ouais, Mmh. en fait, c'était une poche de sang et du coup, je me souviens pas pendant combien de temps j'ai saigné en continu, mais je saignais, Mais c'était je saignais impressionnant. énormément. Ouais. Et du coup, ces douleurs, en tout cas, s'étaient calmées? Oui, bah là, oui, j'avais plus du coup, de douleur. Ça allait mieux. Et au niveau de ton suivi en gynéco, qu'est-ce que le gynéco te disait par rapport au syndrome des ovaires polykystiques? Est-ce qu'il commençait à t'interroger un peu sur un désir ou non désir de maternité? Est-ce que le sujet est venu? Dans mes souvenirs, lui, non. Bon, il m'a toujours dit que du coup, le jour où je serais prête, de lui dire, que ça peut être compliqué comme ne pas être compliqué, de toute façon on peut pas savoir. Mais Mmh. j'avoue qu'aussi un moment quand j'étais en Guadeloupe, j'avais vu un gynécologue j'avais 25 ans à l'époque et le monsieur m'avait dit, «Bah, en fait, vous avez déjà 25 ans, c'est maintenant ou jamais quoi, enfin faut vous dépêcher». Donc super désagréable. D'accord, Déjà, est-ce que tu super, sais si je suis en couple? Enfin bon voilà. on adore. Ouais. Oui, et puis, au moment où, le gynéco en Guadeloupe, te voit, où il te dit ça, il sait pas où tu en es, il sait pas où tu en es de ton désir d'enfant ou pas, enfin c'est quand même assez hallucinant. Enfin c'est pas quelque chose comme ça où on claque des doigts et on se dit: «Allez hop, on y va», quoi. C'est Oui et en plus, maintenant là, j'ai le flash, il m'avait parlé de préménopause quoi, que j'étais en préménopause et que, du coup, fallait faire vite quoi, le temps était compté. oh là D'ailleurs, là, je l'ai plus non revu mais ce c'est gynécologue, c'était, un gynécologue de passage, mais ouais. ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu disais que, par rapport aux effets secondaires, c'est dû à un dérèglement hormonal. Est-ce qu'il y a aussi dans les symptômes, des troubles de l'humeur? Est-ce que tes proches ont pu te le dire ou toi, tu as pu t'en rendre compte? Alors moi, je m'en suis pas rendu compte ou alors peut-être que ça correspondait avec, des périodes. Non, vraiment, j'ai pas vu d'instabilité Mmh. émotionnelle chez moi
et on me l'a jamais dit. Après, je sais que du coup, j'ai une phase, on va pas dire de, ben, j'ai une phase où j'étais obnubilée par mes symptômes. Donc, forcément, l'anxiété, Mhm. le stress me bloquaient dans ma vie de tous les jours parce que même, en fait, à tel point que quand on m'invitait, par exemple, pour aller au restaurant, c'était en perpétuel, Mhm. mon Dieu, mais je vais arriver. Est-ce que j'aurai chaud? Est-ce que je serai mal à l'aise? Quels vêtements je vais mettre sur moi? En fait, c'était tout Mhm. ça, en fait, qui provoquait, ben, un stress et aussi de Mhm. la tristesse, du coup. Et à tel point que même à cause des bouffées de chaleur, puisque c'est vraiment ce qui m'a le plus handicapée et bloquée, Handicapé. je me souviens que je n'avais pas été à un examen à Mhm. l'oral. Alors pourquoi? Parce que si le fait de m'être retrouvée dans des situations où je voyais que je Stressante. transpirais Mhm. énormément, ouais, beh, du coup, ça me faisait stresser et du coup, c'est tout un enchaînement et un cercle vicieux. Du coup, j'avais peur d'avoir chaud, j'anticipais la chose, ce qui me Mhm. stressait et même le stress, en fait, déclenchait le fait que j'ai chaud et que je transpire. On voit l'impact que ça a eu sur toutes les sphères de ta vie finalement, ces symptômes. Ouais, et on connaît bien les gens. Quand, par exemple, je suis en France, je suis dans le métro, il doit faire -3 dehors, mais que moi, j'ai chaud, les gens te regardent, en fait, ils te fixent. Mhm. Et du coup, ça te met encore plus mal à l'aise. Du coup, tu encore Mhm. plus chaud, tu stresses encore plus. Donc Et tout c'est le ça, ouais, cercle vicieux. ouais, donc c'était devenu invivable jusqu'à ce que je trouve des stratégies, en fait, et que je fasse un travail sur moi, sur, par exemple, petit à petit, essayer de commencer à parler en public parce que ça aussi, justement, j'avais pas été à l'oral parce que Mhm. je devais parler à l'oral et j'avais peur d'avoir chaud, et cetera. Et donc Mhm. j'ai fait un travail sur moi pour me mettre dans des situations où j'aurais géré la chose ou pas. Essayer de me dire que le regard des gens, je m'en fiche. Mhm. Trouver des petites astuces aussi, du coup, pour gérer les bouffées de chaleur. Et ben j'ai chaud, j'ai chaud, hein, et puis voilà, hein, c'est la vie, c'est moi, et Mhm. puis et j'ai appris à vivre avec, en fait. Et du coup, ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est intéressant que tu en parles parce que le SOPK, on en parle souvent dans le cadre des personnes qui veulent avoir des enfants, on en parle à ce moment-là, mais on parle pas forcément des symptômes de tous les symptômes en fait qu'on pourrait présenter avec le SOPK et du coup de l'impact que ça peut avoir sur toutes les sphères de la vie d'une femme. Ouais, exactement. Et en plus, j'y pense aussi, dans les symptômes, en fait, tu as la résistance à l'insuline. Et ça, tu Oui. sais que c'est dernièrement, en fait, en lisant et en étant sur Instagram, en suivant des pages, que j'en apprends tout le temps, hein, et qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait ça. Et comme je te Mhm. disais, moi, je sais que j'ai toujours eu des problèmes de poids et que je prends du poids extrêmement vite, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ben ouais, il y a une résistance à l'insuline. Et en fait, quand tu as une résistance à l'insuline, ben aussi, ça augmente le taux de sucre dans ton sang. Et du coup, Mhm. parfois, tu as des pulsions, tu as envie de manger sucré, et c'est un cercle vicieux, puisque C'est tu vas manger sucré, etc. Et voilà. Et parmi les symptômes aussi, il y a aussi la prise de poids aussi qui est en lien avec le SOPK. Ouais, et ça aussi, c'est un cercle vicieux puisque tu prends du poids, ça augmente les symptômes et les symptômes qui Mhm. augmentent, ça te fait prendre du poids. Donc en fait, oui, c'est un travail à faire sur soi qui est compliqué, qui est long, mais voilà, on te dit aussi que perdre du poids, ça ne sera que meilleur pour tes symptômes et pour toi, quoi. Mais Mhm. heu, mais c'est compliqué. La prise de poids aussi dans la société, où, on peut s'imaginer plein de choses et en fait c'est lié à un symptôme. À la notion de regard des autres. Encore une fois, la femme, bon je parle de la femme parce que souvent ce sont plutôt les femmes, hein, qui sont, qui sont plutôt stigmatisées. Les personnes à l'extérieur ont souvent un avis à émettre sur le corps, des autres personnes, ce qui est assez hallucinant. Donc je sais pas si Mmh. tu as aussi mal vécu cette prise de poids par rapport à ça? Hem, on va dire que j'en ai eu deux vraiment marquantes. La première, quand Mmh. je suis arrivée en France, dont j'ai parlé, et ça, ouais, ça aussi, ça c'était vraiment, dur à vivre. Même pas trop par rapport au regard des gens, mais, par rapport à moi, de À toi? m'accepter dans ce Mmh. corps et tout. Et en fait, comme je t'avais dit aussi, j'avais pris du poids, mais j'étais gonflée. En fait, j'avais fait beaucoup de Mmh. rétention d'eau.
Donc Mmh. j'avais été consultée, j'avais, revu mon alimentation. Petit à petit, j'avais perdu du poids et là, dernièrement, sur 1 an et demi, on va dire, j'en ai repris. Alors sans rétention d'eau, hein, mais en fait, heu, je suis dans une phase où je me dis: «C'est moi» entre guillemets, puisque c'est dû aussi à ce que j'ai, mais c'est dû aussi à la malnutrition, on va pas se mentir. Mmh. Heu, j'ai mangé en fait, donc j'assume, c'est mon corps et ça ne regarde que moi et en fait, c'est à moi de Mmh. prendre la décision et de faire les efforts pour, mais peu importe ce que la personne en face va penser, c'est pas ton corps, donc moi, je sais ce que j'ai à faire, je suis assez grande et donc je l'assume plus en fait. Je suis Mmh. plus à l'aise avec ça que Mmh. qu'il y a quelques années. Et ça, c'est le fruit aussi du travail que tu as fait, dont tu parlais, sur toi pour mieux accepter tout ça. Et est-ce que tu pourrais parler peut-être, je ne sais pas s'il y a eu un impact de ce SOPK sur tes relations affectives ou pas? Sur mes relations affectives, non. Non, D'accord. ça n'a jamais impacté là-dessus. Bah, enfin, sur, certaines sorties comme je parlais, ça a pu me mettre des freins, mais après j'ai vite essayé de me sortir de cet engrenage. Que ça soit sur mes relations aussi, ça n'a jamais eu d'impact et quelque chose aussi que j'ai oublié de préciser, c'est que quand Mmh. je faisais mes suivis gynécologiques et cetera, j'ai plus trop la notion du temps là non plus, mais quand on me faisait Mmh. des échographies, on me disait que du coup j'avais un ovaire gauche qui était plus gros que la normale, avec des petits follicules, et un ovaire droit qui était tout petit, jusqu'à ce qu'on le cherche et qu'on me dise: «Mais on le trouve pas», jusqu'à ce qu'on me dise: «Faudrait faire une IRM, un scanner et cetera» et qu'on le trouve pas et qu'en fait on me dise: «Beh, votre ovaire en fait il était atrophié et sûrement avec la chirurgie de quand j'avais 6 ans, beh, il y a plus d'ovaire». Donc à l'heure D'accord. actuelle, j'en ai qu'un. Donc tu as un ovaire. Et du coup, ça aussi, comment tu as accueilli tout ça? À chaque fois, tu es toute seule? Parce que quand on t'annonce aussi que tu as un ovaire, peut-être que ça peut, être un peu perturbant? Oui, ça l'a été, mais je pense que j'ai pris du temps avant de me rendre compte ou en tout cas de commencer à paniquer. Je pense que depuis Mmh. petite, j'ai tellement été habituée à avoir des problèmes de cet ordre que c'était devenu banal pour moi d'aller chez le La gynécologue, qu'on me dise que normalité? j'ai Mmh. ci ouais, qu'on me dise que j'ai ci, j'ai ça. Ce qui a commencé à me faire peur, c'est que je me suis dit que j'en avais un. J'ai Mmh. commencé à grandir aussi, donc je me suis questionnée par rapport à la possibilité d'une future maternité et Mmh. là, je me suis dit: «Mais en fait, tu en as qu'un seul. Donc il se passe quelque chose dessus comme quand tu étais petite, beh, c'est fini, quoi» Mmh. et à chaque fois que j'avais une petite douleur et tout, je courais chez le gynécologue pour qu'il me fasse, une échographie pour savoir si tout allait bien. Tu avais cette angoisse du coup, Ouais, cette angoisse qu'il y ait quelque chose et qu'on me dise: «Bah, on doit vous opérer et vous en aurez plus» Mmh. et un jour, j'ai décidé par moi-même d'arrêter la pilule. Je me suis dit: «Ça doit faire 9 ans qu'on te donne une pilule et cetera, mais est-ce que toi» j'avais envie de savoir si j'étais capable d'ovuler seule, d'avoir mes règles, d'être «normale» entre guillemets Mmh. et donc j'ai décidé d'arrêter de prendre la pilule. Mon gynécologue m'avait dit: «OK, vous arrêtez. Si dans 3 mois vous avez pas vos règles, vous la reprenez». Donc j'ai attendu et puis j'ai vu que mes règles sont venues. Par hasard, en fait, lors d'une douleur à la hanche, j'avais été faire une échographie. En fait, c'était au niveau de Mmh. la hanche, mais j'avais été voir un médecin généraliste qui m'avait dit, «Ah, c'est bizarre, c'est au niveau de l'ovaire et tout, allez faire, une échographie». J'ai été faire une échographie, on m'a dit que j'avais un kyste. C'était un kyste fonctionnel, je crois. Donc qui était assez gros et mon gynécologue me dit: «Si vous avez une grosse douleur, allez directement aux urgences, ne prenez pas de coups dessus». Donc tu me dis que j'ai un ovaire, que j'ai un kyste L'angoisse. dessus, Oh que là je dois pas là. prendre de coups, donc ça a commencé à m'inquiéter. Après il m'a expliqué que le kyste devait, partir de lui-même, donc j'ai fait des contrôles, effectivement il est parti et cetera et D'accord. j'en ai refait un deuxième. Encore, peut-être plusieurs mois plus tard, hein. Et là, mon gynécologue me dit, «Je pense que c'est parce que vous avez arrêté la pilule, en fait, et qu'il faut que vraiment que je laisse, mon ovaire au repos. Donc de reprendre la Mmh. pilule si j'ai pas de projet bébé». Du coup, ben, Mmh. j'ai repris la pilule. Bon, moi, j'étais contente parce que j'ai su que pendant 1 an, alors mais j'étais réglée comme une horloge, donc sans pilule. Donc je me suis dit: «En fait, beh, j'ai mes règles toute seule, donc Et c'est oui, bien». et oui.
Donc il y avait pas, cette aménorrhée, et ça t'a rassurée finalement? Oui, bon, mis à part Mmh. quand j'avais les kystes, mais sinon je me dis que c'est possible, quoi. Donc OK. voilà. Et du coup, alors, où tu en es en ce moment? Comment ça va pour toi? Comment tu te sens? Quels sont tes projets peut-être? Ben en ce moment, disons que ça va. Alors, en fait, quand j'ai commencé à avoir toutes les peurs concernant un ovaire et tout, je me suis dit: «Bon Mmh. Aurélie, tu as 28 ans, tu n'as pas de projet de bébé, faut peut-être mettre toutes les chances de ton côté» et j'ai pensé à la congélation d'ovocytes. Mmh. Donc j'en ai parlé à mon gynécologue tout de suite, il m'a dit: «OK, c'est une bonne idée, je vous donne un contact» et cetera. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai fait les bilans sanguins, tout ce qu'il fallait. Vu mon parcours et vu tout ce que j'avais, c'était acté. On m'a dit, «Oui, c'est faisable». Donc je l'ai fait. J'avais super peur Mmh. parce qu'encore une fois, j'allais m'injecter des hormones. Comment ça s'est passé, justement la stimulation? Tu as d'abord une stimulation, c'est ça? Une stimulation et après la ponction. J'avais super peur, hein. Je savais qu'il fallait que je le fasse, mais j'avais très peur parce que c'était encore venir déranger mon seul ovaire que Mmh. j'ai, entre guillemets, «jouer avec». Est-ce que ça irait? Est-ce que ça n'ira pas? Alors qu'en fait, je veux juste le préserver et le laisser tranquille. Mmh. Donc, j'appréhendais énormément. Je me piquais et tout. Au début, c'était une infirmière qui est venue me montrer comment faire. Après, j'ai fait mes piqûres toute seule. J'ai Mmh. pris le temps aussi pour moi de prendre une pause sur mon travail puisque je savais que j'aurais été trop stressée et qu'il me fallait ce temps pour moi, pour faire ce que j'avais à faire. Mmh. Donc je me piquais, c'était des prises de sang, régulièrement, au point même d'avoir un hématome sur le bras parce qu'il fallait tout le temps, faire les prises de sang pour regarder, l'incidence, des hormones. C'était des Mmh. échographies, rendez-vous à l'hôpital et le plus stressant, c'est que en fait, là où je me suis fait opérer, en tout cas, ils proposaient d'office une anesthésie locale et pas générale. Et toi, tu aurais voulu général? Pas forcément, mais quand on m'a expliqué la locale, ça fait quand même peur puisqu'on te Mmh. dit qu'en fait, on va t'anesthésier le col de l'utérus, donc en fait, on va te piquer, donc introduire une seringue, c'est et en fait, j'y repensais à ma douleur quand j'avais, l'hématométrie là et que mon Mmh. gynécologue a essayé de me dilater le col de l'utérus et c'était mais horrible. Donc en fait, Mmh. c'était la crainte d'avoir mal qui me mettait dans un état de panique. Ben, il a fallu y aller, hein, le jour de l'opération arrive, je suis dans la «salle d'attente» entre guillemets, couchée sur le brancard. Limite, je sens que je commence à paniquer, à avoir envie de vomir, j'étais stressée. J'arrive dans la Mmh. salle, on me donne le gaz, anesthésiant quand même un peu et là, on me dit: «On va y aller». On pique une fois, horrible, tout ce que je redoutais s'est passé. Une douleur atroce, à tel point qu'en plus j'ai bougé Mmh. en fait, c'était super dangereux parce que j'ai eu une réaction de contraction. Et Donc oui. la dame qui me dit: «Mais ne bougez surtout pas en fait et il faut que je repique». Donc je commence à pleurer, mais vraiment c'était l'enfer en fait. Pour, essayer de me détendre et pour ne pas que je ressente trop la douleur, elle m'a dit: «Quand je vais repiquer, je vous dis et vous toussez». Et du coup, D'accord. quand elle a repiqué, j'ai toussé et c'était moins douloureux, mais c'était quand même douloureux. Et là, beh, la ponction a commencé et en fait, j'étais là, je sentais peut-être moins parce que c'était anesthésié, mais je sentais quand même en fait que ça aspirait. Mmh. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais je l'ai super mal vécu, c'était horrible. J'avais qu'une Mmh. envie, c'était que ça s'arrête, à tel point Mmh. que j'estime l'avoir vécu un peu comme une agression sexuelle. C'était Ah vraiment un là là. enfer pour moi. Ouais. Ah là 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 là. Mais on t'avait bien expliqué ce qui allait se passer? On m'avait bien expliqué, mais j'étais déjà dans cette appréhension de peur de douleur. Donc on pouvait C'est me ça. dire ce qu'on voulait. J'avais Mmh mh. même été, voir aussi le psychologue, spécialisé en PMA qui a essayé de Mmh. mais même ça, je me suis dit: «Tu as beau me dire ce que tu veux, moi je sais que j'aurais peur, donc tu pourras pas effacer ma Mmh. peur». Donc ça s'est fait en fait, j'ai attendu que le calvaire se termine, clairement. Mmh. Après j'ai eu des douleurs post-opératoires aussi qui étaient assez, compliquées, mais bon, j'ai l'impression d'avoir tellement été habituée à avoir mal que c'est passé, j'ai attendu Mmh. et voilà, j'ai fait cette congélation. Et d'ailleurs, j'en ai encore une autre, de prévue parce que, je fais tout ce qu'il faut pour mettre les chances de mon côté. Je sais que j'aurais fait Mmh. tout ce qu'il faut et Mmh. on m'en a congelé 9 en fait et je crois que le biologiste m'avait dit que c'était bien environ 15-16. Donc je me Mmh. dis: «Beh, D'accord, refais». donc tu en auras une deuxième. Et du coup, est-ce que tu as prévu de changer, je sais pas, changer de lieu, pour faire la ponction, pas, ou tu feras dans Heu, le même, non, je ferai dans le même. Alors la première question que j'ai posée, bien sûr, c'est: «Est-ce que je peux faire anesthésie générale?» Mmh mh. parce que la locale, c'était pas possible. Je peux, hein,
Mais sauf qu'il y a moins de chances que ça fonctionne bien parce que quand c'est en local, en fait, ils envoient directement au laboratoire les ovocytes. Enfin, il y a tout un processus et on me disait que D'accord, général, ça prendrait plus de temps, donc il y a plus de chances d'en perdre, etc. Et d'accord. bon, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Je me dis, tu es déjà passé par là, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que tu auras mal, donc une dernière fois, vas-y, fais-le. Donc pour Mmh. l'instant, je pense plus la faire en local. Finalement, le désir d'enfant, enfin, en ce moment dans ta vie, tu en es peut-être pas forcément là, mais tu essayes justement de mettre, toutes les chances de ton côté et c'est vrai que des personnes qui n'ont pas ce SOPK, peut-être ne se poseraient pas les mêmes questions à ce moment-là. Mais toi, beh, prématurément en tout cas par rapport à ta situation actuelle, tu un petit peu obligé de te poser ce type de questions pour essayer de te donner toutes les chances, quand tu seras prête, après. Exactement. Je sais que j'aurais pas de regrets, que j'aurais fait Mmh. tout ce que tout ce que j'aurais pu faire puisque je pourrais pas faire plus clairement. Mmh. Donc après advienne que pourra et puis au moins j'aurais fait ce qu'il faut. Et est-ce que tu es, accompagnée dans tout ce processus? Parce que ça doit pas être, évident aussi, hein, de d'avoir eu ce diagnostic, d'avoir ces doutes, ces peurs et cetera. Ben accompagnement de mes proches, oui. Mmh mh. Accompagnement, on va dire, de mon gynécologue, c'est le même, hein, depuis que j'ai été la première fois et qu'il m'a diagnostiquée. Mmh. Donc lui, je le changerai pour rien au monde. Je sais qu'il Et il y a sera une là, relation de etc. confiance. Ouais, et vraiment les yeux fermés. Ça a toujours été ma vie en gros, que je vis Mmh. avec et que voilà, je sais que comme je te dis, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu faire et puis mais ça va. Enfin, ça va. Il y a Mmh. des fois, tu te poses des questions, hein, tu te dis Mmh. j'espère que, mais faut rester optimiste et puis voilà. Et du coup, pourquoi tu as tenu à témoigner dans le podcast? Pourquoi pour toi c'était important de parler du SOPK? C'est important parce que c'est vrai que maintenant on en parle de plus en plus, mais je trouve qu'on n'en parle pas encore suffisamment. Et en fait, autour de moi aussi, j'ai eu des copines en fait qui ont eu certains symptômes et c'est moi qui leur ai mis la puce à l'oreille pour leur dire, mais en fait, je pense que parce que moi j'ai Mmh. vécu ça et c'est pour aussi inciter les filles qui ont des doutes à se faire suivre en fait parce que c'est important et à faire ce qu'il faut pour leur santé. Donc c'est pour mettre la puce à l'oreille déjà et Mmh. pour encourager à être régulière vraiment dans un suivi. Après, bien sûr, on n'a pas toutes les mêmes symptômes et tout le même parcours, mais je pense que c'est assez important de se prendre en main à ce niveau, surtout si on a un désir d'enfant, quoi. En tout cas, merci. Merci Aurélie pour ton témoignage. Plein de résilience, de combativité. Merci pour ça. Et effectivement, je pense il aidera des femmes justement peut-être à repérer certains symptômes et Ouais, à du j'espère. coup Ouais. se faire suivre. Et c'est vrai que le SOPK gagnerait, vu la prévalence du SOPK chez les femmes en âge de procréer, ils gagneraient à être plus connus et les symptômes aussi Oui, gagneraient à être vraiment. plus connus. Mmh. Exactement. Ben ouais, c'est ce que j'espère et c'est ce qu'on espère toutes, je pense. Je parle en notre nom du coup. En tout cas, merci. Et puis avant qu'on ne termine le podcast, je vais te demander de te décrire en 3 mots, s'il te plaît. Me décrire en 3 mots. Ce seront des adjectifs en lien avec, bah, ce qu'on vient de dire, hein, je pense forcément. Mmh. Je dirais courageuse. Alors pas que j'ai la grosse tête, mais je pense que je l'ai été sans m'en rendre compte, en fait, Mmh. et que maintenant je me dis que ouais, j'ai quand même été courageuse de faire tout ce que j'ai fait et d'avoir supporté tous les maux que j'ai eu à supporter depuis petite. Donc Mmh. courageuse, optimiste parce qu'il le faut et que sans ça, ben autant commencer à pleurer et c'est pas ça la vie, donc optimiste et déterminée. Déterminée parce que faut mettre toutes les chances de notre côté, faut faire ce qu'il faut. Donc courageuse, optimiste et déterminée. Merci, merci Aurélie, merci. On De va rien. s'arrêter sur ces mots et puis, beh, à très bientôt et puis on te souhaite, tout ce qu'il y a de bon, pour toi et puis À peut-être, bientôt. peut-être qu'on se reverra dans un prochain épisode, on ne sait pas, qui sait? Bah oui, bah j'espère du coup avec plein de belles choses. Et merci à toi en tout cas. Merci, à bientôt. À bientôt. Ta la, ta la, ta la.
C'était l'épisode 11 de Big à Femme. Je remercie sincèrement Aurélie qui a partagé son vécu en toute transparence. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.